pasteur Valéry Radeau a dit « Il n'y a pas de vie supportable sans poésie ». La poésie est un art intime, mais parfois austère. Elle peut s'adresser à un public particulier, mais il est difficile de rester insensible. La poésie réveille nos émotions qui viennent supplanter la logique et la compréhension d'une œuvre. L'art, parfois, n'a pas besoin de se comprendre, il se ressent. Mais il arrive qu'une œuvre puisse valoriser des éléments qui seront perçus comme rigides pour le public, qui n'arriveront pas ou ne feront pas l'effort pour l'accepter. C'est le cas du Roi et l'Oiseau. L'animation, c'est pour les enfants. On est tous d'accord pour dire que cette affirmation est très réductrice, car l'animation est à égal niveau, voire même peut supplanter les prises de vue réelles, en offrant plus de possibilités et de liberté pour les créateurs. Chaque art a ses spécificités et ses limites. L'animation est loin d'être simpliste, et des créations comme celles de Disney ou des studios Ghibli en sont une preuve édifiante. L'animation permet d'exacerber les vices de notre réalité, et de s'adresser à un public plus large, afin de les sensibiliser par des moyens plus familiers et enchanteurs. En France, l'animation est un petit peu plus rare et possède une mauvaise publicité, alors qu'elle regorge de nombreuses pépites. Je l'affirme haut et fort, sans le Roi et l'Oiseau, l'animation n'en serait pas là aujourd'hui, mais ce n'est pas la première version officielle. En 1953, le film La Bergère et le Ramoneur, adapté du conte du même nom, sort sur nos écrans, après un processus créatif et de production qu'on peut qualifier de chaotique. Cette œuvre est née de l'ambition et de l'amitié entre deux artistes, Jacques Prévert et Paul Grimaud. Leur rencontre va former une cohésion parfaite pour que les deux puissent transmettre leur envie créative et poétique. La fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945 entraînera la production du film. Le problème, c'est que les deux réalisateurs seront vite freinés dans leur ambition, face à des producteurs frileux et dépassés par un budget faramineux. Le perfectionnisme artistique qu'incarne Grimaud sonnera le glas de la production. Mais contre toute attente, les producteurs terminent le film et le diffusent donc en 1953. Une version de 60 minutes, contrairement à la version de 90 minutes initialement prévue. Elle sera totalement désavouée par Grimaud et Prévert, et pourtant, c'est ce film, La Bergère et le Ramoneur, qui va être à l'origine du studio Ghibli. Hayao Miyazaki et Isao Takahata vont être époustouflés par l'animation de ce film. Et ainsi, ils trouveront leur vocation après avoir vu cette œuvre. Grimaud ne lâche pas l'affaire et veut absolument réaliser la version qu'il avait en tête. Son déterminisme le poussera à créer sa propre boîte de production et à racheter les droits de l'œuvre dans les années 60. Oui, c'est plus étendu que ça. C'est aussi beaucoup de choses plus personnelles, d'amitié, de chaleur, comme ça. Un jour, disons que grâce à Jean Orange, avec qui j'étais, il m'a présenté Jacques Prévert, et puis depuis, Jacques est devenu mon frère. J'ai été attiré par une forme de cinéma qui était assez simple. Enfin, je ne prenais pas ça tellement au sérieux. J'avais envie de faire des films, j'avais envie de les faire d'une certaine façon. Enfin, je n'essayais pas de rentrer dans un cadre, enfin dans une reliure. Au départ, je faisais les films que j'avais envie de faire, que je ne voyais pas les autres les faire à ma place. Je les faisais, quoi. Puis c'était tout. C'était sans grande ambition. J'avais envie de faire ces films plus que envie de travailler dans le cinéma. Vous voyez. Pour nous, enfin, nous cherchions une perfection, la souplesse. Bon, enfin, on voulait essayer de montrer qu'on était capable de faire de l'animation qui tournait bien, enfin, qui se dessinait sous tous les angles. L'entreprise s'avère nettement plus complexe que prévu. Grimaud parle d'une recréation totale avec des négatifs inexistants ou plus utilisables. Il est obligé de choisir d'autres dessinateurs à cause du décès et de l'indisponibilité de plusieurs d'entre eux. Le budget sera l'obstacle le plus probant, de nombreuses entreprises étrangères voudront apporter leur aide. Mais Grimaud veut garder une certaine liberté par rapport au film, ce qui est assez bizarre vu qu'il va accepter après l'aide du CNC, avec quelques concessions. Ainsi le duo va pouvoir reprendre le scénario et la production en 1976. Hélas, en 1977, Jacques Prévert décède, et Grimaud tient la promesse de terminer le film, malgré tous les bouleversements qu'ils ont connus. Au final, l'œuvre change de titre. Le scénario est revu en profondeur, les acteurs et le compositeur ont été remplacés, le sound design retravaillé, etc. Sur la version initiale, plus de 40 minutes seront conservées et retravaillées, tandis que 45 minutes seront créées entièrement. Ainsi, en 1980, après 30 longues années,
Grimaud sort le film dont il a toujours rêvé. L'œuvre est unanimement reconnue comme un chef-d'œuvre de l'animation et reçoit le prix Louis Deluc, une première pour un film d'animation. Le Roi l'Oiseau est perçu comme une œuvre titanesque où se mêlent avec habileté et humilité, poésie et politique. Sa réputation est jusqu'ici très peu remise en cause, mais au-delà de la sphère de la cinéphilie, le public semble avoir oublié cette œuvre magistrale, alors que ce film culte est d'une importance capitale pour notre culture. Le royaume démesuré de Tachycardie est dirigé par le roi Charles V et 3 x 8 et 8 x 16 de Tachycardie. Un despote narcissique qui règne sur un royaume âpre et presque sans vie. Son seul opposant, l'oiseau, narrateur de cette histoire qui fera tout pour le nuire. La nuit venue, dans les appartements du roi, des œuvres d'art prennent vie. Deux âmes innocentes, une bergère et un ramoneur, veulent se réunir et assouvir leur amour. Mais le portrait magnifié du roi s'anime aussi et veut épouser la bergère. Le jeune couple s'enfuit, ils rejoignent pour la première fois le monde extérieur. Ils seront pris sous l'aile de l'oiseau, qui les aidera à quitter le royaume et à défier l'autorité du roi. C'est difficile d'aborder cette œuvre, beaucoup de vidéastes ont déjà apporté leur analyse, et je n'ai pas vraiment envie de faire doublon. Pourtant, elle a beaucoup à offrir au vu de l'implication de ses auteurs. Chaque élément a son importance et n'est pas là au hasard. Dans les années 40, Walt Disney a le monopole en termes d'animation. Blanche-Neige et les 7 nains deviennent référence absolue, mais le but de Grimaud et de Prévert, et par extension à la boîte de production, les Gémeaux, est de contrer le joug de Disney et de s'élever à un statut international. Leurs films ne veulent pas s'adresser uniquement à un jeune public. Ainsi, la collaboration entre Prévert et Grimaud donne naissance à plusieurs courts-métrages, mais également donc à La Bergère et le Ramoneur, premier long-métrage d'animation français. Ils veulent s'éloigner de la patte graphique de Disney, et grâce à la vision et à la plume de Prévert, ils vont transposer des métaphores et des allégories visuelles qui vont donner de l'ampleur à l'animation. Au total, c'est plus d'une centaine d'animateurs qui vont s'atteler à la fabrication de cet univers graphique unique en son genre. Tachycardie est un petit royaume en plein milieu du désert, mais démesurément grand, où se mêlent tous les styles architecturaux, et où toutes les époques semblent coexister en parfaite harmonie. Digne d'une tour de Babel, comme le disait Prévert. C'est le plus gros ajout par rapport à la version d'origine, où la ville devient presque un personnage à part entière, qui mériterait même une analyse entière. Un style très pictural avec ses bâtiments démesurés, ses formes renversantes et presque infinies. Chaque coin du royaume dénote une richesse visuelle. On ne sait plus où donner de la tête tellement l'univers est fantasque et atypique. On dissémine de nombreuses références culturelles et d'inspiration, comme Métropolis avec ses divers bâtiments, son robot et sa vie souterraine. Des figures antiques comme Jules César ou le penseur de Rodin. Une influence également par la peinture de la Renaissance et surtout italienne, avec les œuvres de Giorgio de Chirico. On pourrait presque croire que Tachycardie est une petite Venise. Chaque image est d'une précision presque chirurgicale et démontre le perfectionnisme de ses auteurs. Mais un passage m'a très longtemps marqué. Je n'ai jamais compris cette scène. D'après mes sources, ce serait soit une référence au rhinocéros de Dürer, soit au rhinocéros de Dali. Mais je pense qu'au-delà de la référence visuelle, cette scène va servir les propos et les thèmes abordés par le film. Et je vais y revenir plus tard. Avec ses nombreuses références et son style unique, on a affaire à un long métrage qui se veut être un adversaire de taille face à Disney. D'ailleurs, ce film était tellement personnel que Grimaud, comme pour les productions de Disney, a mis un point d'orgue dans la sélection des animateurs. Chaque personnage avait un animateur soigneusement sélectionné, comme avec Jean Martin qui était responsable de l'animation de l'oiseau. Ce dernier avait du mal à se déplacer, et dessiner l'oiseau, c'était sa manière à lui de s'évader et de ressentir les mouvements. Chaque animateur avait une sensibilité en raccord avec le personnage dont il s'occupait. Henri Lacam pour le roi, car c'était un homme très fier, ou encore Roberto Ruiz pour la bergère, car il était très amoureux au moment de la production. Pour ajouter une dimension plus réaliste dans cette animation, les acteurs ont eu un impact sur la création des personnages, surtout Pierre Brasseur, l'interprète de l'oiseau dans La Bergère et le Ramoneur. Sa personnalité et sa manière d'être furent presque calquées à son personnage, lui donnant toute sa dimension théâtrale, éloquente et vivante. Le maître mot dans cette animation, c'est sensibilité. Chaque personne intervenant dans ce film se devait d'être impliquée au maximum, émotionnellement parlant. Ainsi, chaque pièce, chaque lieu, est une ode à l'art, à la peinture, à la poésie. Parfois, ce style pousse au rire. Tout d'abord, ce royaume a des formes géométriques beaucoup trop parfaites. Ça devient absurde. Les mouvements des personnages et leur animation sont tellement amusantes et excentriques.
Après, au-delà de cette beauté visuelle, au-delà de cette perfection au niveau du cadre et des effets de mise en scène comme l'arrivée du robot, les courses-poursuites, etc., il y a quelque chose qui dénote. Ce sont les couleurs fades et les décors parfois vides de vie. Deux choses entièrement voulues. Malgré la beauté de ce monde, son souverain fait régner une tyrannie qui mène son royaume à la destruction. Pourquoi le titre a changé? Pourquoi les deux personnages principaux du premier essai ont été mis au second plan? Pourquoi Le Roi et l'Oiseau? Les deux œuvres sont liées au contexte politique de leur époque, entre la fin de la guerre et les régimes totalitaires. Le conte Andersen parle d'une quête de liberté, beaucoup trop effrayante pour ses protagonistes. En se détachant de l'œuvre, Grimaud et Prévert vont encore plus loin, et poussent cette quête à une opposition forte. Le roi, la puissance et la tyrannie, face à l'oiseau, la liberté et la justice. Cette opposition marquera une forte dichotomie. Le roi assoit son pouvoir par la verticalité et la grandeur, alors qu'il est un homme petit et peu mobile, contrairement à l'oiseau. Il n'a pas les épaules pour gouverner. Le roi est victime d'un strabisme, ce qui le rend aveugle de son règne tyrannique, face à un oiseau clairvoyant. Montré comme narcissique, il ne supporte pas son reflet, et les représentations réalistes de sa personne. La ville haute, colorée et architecturalement belle, symbolise la richesse et le pouvoir, contrairement à la ville basse, délabrée et terne, montrant la pauvreté. Le roi devient la figure politique, alors que l'oiseau, la figure populaire, arrivant à fédérer le peuple pour contrer le pouvoir. Dans cette histoire, la bergère et le ramoneur, guidés par leur envie de liberté et d'assouvir leur amour, ne deviennent qu'un prétexte pour approfondir la rivalité entre le roi et l'oiseau. Cette fuite des deux amoureux bouleverse le monde et mène le royaume à sa perte, pour son plus grand bien. Le film dénote par sa violence et sa beauté, une écriture à la fois satirique et pacifiste. Prévert montre son talent d'écriture à travers ses dialogues et sa narration. Il montre que dans un monde austère, l'amour peut prospérer. L'art a une place majeure. Tout est une question de quête d'émotion, ce qui entraîne une nouvelle métaphore incarnée par le robot. Le côté mécanique, conformiste et déshumanisé du monde face aux gens en quête d'un but. Le couple apprend, veut découvrir le monde et transmet leurs connaissances au bas peuple. Cette transmission de l'amour, de la culture et de la connaissance sème la pagaille dans un monde sans vie, non habitué par autant d'émotions. Le film incarne les vices d'un monde guidé par la dictature, avec ses haut-parleurs à la George Orwell, ce travail à la chaîne comme Chaplin auparavant, ses policiers à la même tête et surtout l'hypocrisie de la bourgeoisie, cautionnant sans crier égard aux actes du roi. L'œuvre fournit de détails pour illustrer ses idées et le monde dans lequel vivaient Grimaud et Prévert. Je suis content d'avoir fait Le Roi et l'Oiseau, parce que ce qu'il raconte est salutaire pour tout le monde, et le sera encore pendant des années. Ce n'est pas un film à message, mais il part de la façon dont le monde vit depuis un temps, et où il a l'air de s'engager de plus en plus. Est-ce que Grimaud a-t-il fait un film pessimiste? Quand on voit cette fin forte, entre destruction et cacophonie infernale, montrant les conséquences d'un tel régime, on pourrait le croire. Mais cette destruction est nécessaire. La ville se détruit pour mieux se reconstruire, avec ce robot, guidé par sa propre conscience, et offrant la liberté à ce petit oiseau. Cette fin est une lueur d'espoir, et montre que la vie trouve toujours son chemin. La passion et l'art triomphent. Une scène qui me touche à chaque fois. Une autre analyse offre une autre dimension à l'œuvre. Jean-Pierre Pagliano propose que le film peut être vu comme une mise en abîme. Le Roi et l'Oiseau a connu une vie tourmentée, ralentie par des producteurs à la fois effrayés et mégalos, et de nombreux soucis personnels. Pagliano fait ainsi une parabole de l'œuvre avec le roi, symbolisant les producteurs de l'époque, l'oiseau et le ramoneur, symbolisant Grimaud et Prévert. Les deux entités veulent la même chose, la bergère, symbolisant le film en lui-même. Le roi pervertit la bergère en la soumettant et en la faisant changer d'apparence, alors que l'oiseau et surtout le ramoneur veulent que le bonheur de la bergère, en restant elle-même, et ainsi gagner sa liberté. Une analyse pertinente qui rend l'œuvre encore plus profonde et complexe. Le Roi et l'Oiseau est une œuvre très riche, possédant plusieurs niveaux de lecture et de nombreux points d'analyse. Mais un des changements qu'il a subi m'a énormément marqué et m'a donné l'envie de réaliser cette vidéo. Les problèmes de production en 1950 ont entraîné une séparation entre les réalisateurs et l'ancien compositeur, Joseph Kosma. Son remplacement entraînera selon moi la plus grande réussite du film, avec les compositions de Wojciech Kilar, une mélodie au piano à la fois romantique et mélancolique qui accompagne parfaitement l'œuvre. Sans pour autant délaisser le travail original, Kilar a pu également composer quelques musiques avant le début de l'animation pour que Grimaud puisse adapter. La musique fait ainsi corps à l'œuvre et va plus loin qu'une simple illustration. Mais au-delà de sa beauté subjective,
c'est son absence qui fait mouche. Les silences sont lourds dans le film et accentuent les thématiques abordées par les auteurs. Le nom de Tachycardie est morne, vide de vie. Les silences montrent à quel point le royaume est austère. Ça me permet de revenir sur cette fameuse scène du rhinocéros. Les différentes analyses que j'ai pu lire affirment que cette scène montre que le roi contrôle le temps de son royaume, et que ce rhinocéros ferait office d'une horloge. Personnellement, je me réfère à l'écho que produit l'impact. Un écho tellement audible qu'on se croirait au milieu de nulle part, où la vie s'est évaporée. Le but de Grimaud et de Prévert est de montrer que sous ce genre de régime, il n'y a plus de place pour l'art. La musique devient symbole de cette vie. Donc à travers cette gestion musicale, en forme de leitmotiv, elle accentue parfaitement l'état d'esprit des personnages. Et quand j'entends de nombreuses personnes dire que la composition musicale est vide ou sans intérêt, j'ai l'impression qu'on n'a pas vu le même film. Ce choix musical a un sens, sa présence comme son absence. Le film n'aurait pas eu l'impact qu'il aurait aujourd'hui sans cette musique. Le Roi et l'Oiseau est un chef-d'œuvre et une marque importante de notre patrimoine, qui est trop souvent oublié. Nous avons failli perdre l'œuvre. La pellicule originale s'était grandement dégradée et en 2003, une version restaurée a vu le jour. Et on ne sait pas trop pourquoi, mais il y a quelques répliques de l'oiseau qui ont été redoublées par le même acteur, mais avec une intonation totalement différente, ce qui a gâché un petit peu mon souvenir de l'œuvre. Avec cette restauration, on pourrait croire que le film allait devenir beaucoup plus accessible. Et c'est peut-être ça son problème. Est-ce que l'œuvre est trop difficile à suivre? Le Roi et l'Oiseau est avant tout un film d'auteur. Loin des standards de l'animation, que ce soit sur le plan graphique et narratif. Un style assez unique, qui même si elle reste impeccable, a quand même pris un sacré coup de vieux quand on compare les productions de la même période. Que ce soit aux États-Unis, au Japon et en France même, où les adaptations de bande dessinée connaissaient un très bon essor. Mais s'il y avait que ça, parce que contrairement aux Astérix ou aux Disney, le Roi et l'Oiseau est très rarement diffusé à la télévision, et à moins d'avoir très mal cherché, il n'a pas l'air d'être dans les plus grosses plateformes de VOD. Un problème de droit? J'avoue ne pas avoir la réponse, mais je pense que le film a été victime de ses ambitions. J'aimerais vraiment avoir tort quand je dis ça, mais je pense que Le Roi et l'Oiseau a eu avec le temps la réputation d'un film de niche. Et j'ai beau haïr cette expression, cela revient à l'introduction, où j'affirmais que la poésie était un art parfois difficile d'accès pour le grand public. Le Roi et l'Oiseau n'était pas destiné qu'aux enfants, et malgré quelques touches humoristiques plutôt subtiles, le film se veut très adulte, avec un fort propos politique. Il possède un rythme assez lent entre les silences et les moments à ambiance, ce qui peut rébuter le jeune public en quête d'une œuvre haletante et divertissante. Le film veut aller plus loin que ça, et peut-être qu'à cause de cette quête, il s'est fermé à son objectif initial. Ce qui est paradoxal quand on voit que de nombreux programmes d'école proposent des cours pour analyser le film. Autour de ses références culturelles, ses thématiques et ses représentations, Le Roi et l'Oiseau est un objet filmique vraiment enrichissant. Après, les nombreux problèmes de production et la présence de deux versions du film, dont une presque inaccessible, n'a pas facilité la compréhension et sa durée de vie. Mais peut-être que le problème, c'est que les gens ont essayé de comprendre le film, d'analyser chaque élément pour en déceler un sens. Mais un film n'a pas forcément besoin d'une logique ou d'une analyse approfondie. Tout est une question de ressenti, d'immersion. C'est qui tout double. Soit on entre dans le film, soit on est hermétique. Le Roi et l'Oiseau nous invite à ressentir le pouvoir de l'art sur notre être. Au-delà d'un message, d'une morale, il se veut surtout comme un vecteur d'émotion. Je le dis souvent, et ça va parfois à l'encontre de mon initiative, mais trop analyser une œuvre, ça va parfois à l'encontre de celle-ci. C'est une question au débat éternel. Faut-il donner toutes les clés au public? Faut-il laisser l'opportunité de comprendre tout seul? Doit-il y avoir forcément un sens? Des réalisateurs comme David Lynch, Jodorowsky ou Bigan partent sur ce postulat, en nous invitant à ressentir plus qu'à comprendre. Ces nombreuses questions font que Le Roi et l'Oiseau est loin d'être une œuvre conventionnelle, et qui, au-delà des sphères de la cinéphilie, n'a pas vraiment réussi à survivre au fil du temps. Et cette affirmation que l'animation c'est pour les enfants, ça a dû impacter le film, qui est peut-être beaucoup trop ambitieux et victime de sa propre existence. Peut-être que le film est effectivement trop difficile à suivre. Peut-être que le public n'a pas voulu faire l'effort de le comprendre, ou de lui laisser une chance. Mais au vu de sa richesse visuelle et narrative, il est un pilier majeur de notre culture cinématographique. Sans Le Roi et l'Oiseau, sans La Bergère et le Ramoneur, l'animation n'en serait pas là aujourd'hui, et le studio Ghibli n'aurait peut-être jamais existé. Rien que pour ça, ce film vaut le coup. Alors prenez le temps de trouver et de regarder ce chef-d'œuvre. Et surtout, aimez les films que vous aimez.